bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président du gouvernement, Louis Mapou, bonjour. Bonjour Elisabeth Noir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans une actualité très dense et puis bon anniversaire si vous le permettez, ça fait 1 an jour pour jour que vous avez été élu président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 17e gouvernement. Alors 1 an après, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait avancer les choses ? En tout cas, merci de le rappeler. C'est vrai que j'ai été nommé, j'étais élu président du gouvernement collégial le 8 juillet. J'ai pris véritablement mes fonctions le 22 juillet parce qu'il a fallu attendre qu'on nomme la vice-présidente et les portefeuilles. Mais déjà, ça avait été long, hein. On avait déjà perdu quelques mois avant. 5 mois avant, voilà. Donc, puisque le gouvernement est tombé le 3 février. Donc, tout ça, c'est derrière nous. 1 an après, oui, je suis assez satisfait du parcours que nous avons effectué pour une raison de ça, parce que on était dans une période quand même de trouble. Hein, vous vous rappelez de l'usine du Sud, vous vous rappelez de la discussion autour du référendum, vous vous rappelez des questions financières que traversait la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, on s'est donné comme objectif politique, hein, je dis bien politique, de participer à apporter de la stabilité, une certaine forme de stabilité ou un petit peu de sérénité, hein, au pays. J'ai l'impression, hein, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'on a un petit peu contribué à ce que la prise en charge, notamment de la vaccination, dans l'ensemble du pays puisse se faire le plus loin possible, même si bien sûr il y a eu des difficultés qui en sont ressurgies. La deuxième chose, c'est que je crois que nous avons été une espèce de fusible lors du référendum. Hein, du côté indépendantiste, on aurait pu penser par exemple que on était un petit peu une espèce de substitut. Le fait que vous présidiez le gouvernement et le Congrès, voilà. Donc c'est la première fois. Donc ça veut dire, la troisième chose, c'est que nous avons réussi malgré tout à finir la fin de l'année, hein, parce que c'était pas évident de finir de la fin de l'année 2021. Notamment dans le financement du REAM, le financement des hôpitaux, le financement des collectivités de la Nouvelle-Calédonie. Donc, je pense que tout ça a permis de passer le cap du référendum de l'année 2021 dans des meilleures conditions. Et je dois dire que pendant toute cette période, tout le monde joué le jeu. Hein, mais c'est toujours comme ça. J'en ai bénéficié lorsqu'on est en crise. Hein, on a plutôt tendance à se serrer les coudes. Il y a une espèce de cohésion. Et c'est comme ça. Donc, on en a bénéficié. Ça nous a permis, en tout cas pour la première fois, qu'on arrivait au pilotage du gouvernement. Ça nous a permis donner du temps pour prendre un petit peu la mesure des choses, la mesure de la responsabilité, la mesure des difficultés que cela supposait. 1 an après, je dois dire qu'on n'est pas mécontent de ce qu'on a fait. Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable, Louis Mapou ? Quand vous avez été élu, quand vous avez mis en place, vous aviez dit que vous donniez 14 mois. En vous disant, au bout de 18 mois, il peut y avoir une chute du gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours dans l'état d'esprit, ou est-ce que justement il y a une espèce d'apaisement politique qui fait que le gouvernement n'est pas menacé aujourd'hui ? Le gouvernement, c'est pas une histoire d'être menacé ou pas, c'est les dispositions de la loi. Oui, donne la possibilité. Il n'y a pas d'obligation, voilà. Mais donne la possibilité de tomber dans le gouvernement à partir, je crois, du 3 ou du 4 août, hein, parce que on aura passé le cap. Parce que vous aviez fait tomber le gouvernement central le février. Le 3 février. Voilà, 18 mois après. Donc à 18 mois après, donc ce serait ça. Les collègues loyalistes peuvent considérer qu'il y a peut-être un coup à jouer. Je me dis qu'ils pourraient le faire parce qu'ils ont tellement promis aux gens qu'ils allaient le faire. Donc voilà. Mais il leur faudrait une majorité enfin, ils peuvent faire tomber le gouvernement après pour le reconstituer. Mais vous savez, quelquefois, il y a quelque chose de surprenant en Nouvelle-Calédonie, qui m'étonnera toujours, c'est que
comme on dit souvent, c'est un pays où on fait des coups. Donc on peut faire un coup politique, quelles que soient les conséquences, hein, pour au minimum dire aux siens, ben, écoutez, on a tenu nos engagements, on n'a pas lâché. Hein, c'était aussi, bon, c'est une façon de faire la politique. C'est pas la mienne. Nous, on avait entendu qu'il y avait matière à apporter quelque chose. C'est ce que nous avons fait. On verra. En attendant l'actualité immédiate, vraiment immédiate, hein, il y a un peu plus d'une heure maintenant ou un peu moins, vous avez signé le second prêt de l'AFD à la Nouvelle-Calédonie, un prêt de 20,8 milliards, hein, c'est le montant. Le taux, il est correct cette fois-ci, il est un peu plus élevé que le premier prêt. Oui, Hein. mais c'est les circonstances. Hein, donc, comme tout le monde en a conscience, c'est les circonstances qui font. Mais nous avons, je dois le dire, eu un soutien de l'État encore cette fois-ci, puisque le delta qui est entre le taux d'usure, hein, qui va régir notre engagement dans ce prêt et le taux qu'il y a sur les marchés, hein, il y a un delta qui est pris en charge par l'État, hein, qui est de l'ordre de 300-400 millions par an. Donc vous vous rendez compte, sur une période aussi longue, ça veut dire que l'État participe au financement Vous voyez ça comment? Vous avez hésité un moment à ce que, justement, à demander l'aide de l'État, à ce que l'État soit au chevet de la Nouvelle-Calédonie? Non, jamais. Je n'ai jamais vous hésité. Trouvez ça normal Oui, pour moi, ça fait partie des liens normaux, hein, qui existent entre une collectivité comme la nôtre, comme toutes les autres collectivités d'outre-mer, hein, et le gouvernement central. Mais très sincèrement, non, je n'ai jamais pensé un seul instant qu'on ne solliciterait pas l'État et que l'État ne viendrait pas. Parce que derrière tous ces sujets, il y a le fonctionnement des institutions. Et c'est le système institutionnel et la manière dont il fonctionne, hein, qui permet de pouvoir aider à stabiliser un pays. Et Dieu sait que la Nouvelle-Calédonie en avait bien besoin. À quoi il est destiné ce prêt? Est-ce qu'il va juste servir à boucher les trous? Comment est-ce que vous voyez les choses? Il va nous permettre déjà de payer le reliquat de ce que nous n'avons pas, enfin qu'il nous reste du Covid de l'année 2021. Il va nous permettre d'opérer déjà un début de relance par la commande publique. Nous avons en même temps travaillé à la mise en place d'un plan pluriannuel d'investissement. Hein. Et donc une relance, hein, puisque c'est de l'ordre de 7 à 8 milliards, hein, que nous allons inscrire à nouveau. Avec quoi comme grands travaux ou comme grands projets? Avec beaucoup de grands travaux, notamment les travaux routiers. Hein, parce qu'on se rappelle que l'année 2021 a été traversée par beaucoup de phénomènes cycloniques. Et donc voilà, il y a des travaux qui seront nécessaires de mener pour que les hôtels, hein, qui ont été réquisitionnés pendant un moment, donc puissent retrouver soient remis en état. Et c'est la Calédonie qui prendra en charge. On prendra en charge, il faut qu'on évalue bien, hein, parce que ça faisait pratiquement 3 ans, hein, qu'ils étaient en réquisition, donc il faut qu'on fasse attention aux dépenses pour bien serrer celles qui relèvent véritablement de la réquisition et de celles qui relèveraient de dépenses structurelles, hein, des établissements. Donc il y a ça, donc il y a un petit peu de relance. Et il y a aussi le RUAM, hein, puisque le RUAM était en difficulté, il est toujours en difficulté. Et nous ne pourrons commencer à avoir les résultats des premières décisions que nous avons prises que l'année prochaine seulement. Donc voilà. Est-ce que ce prêt est accompagné de conditions spécifiques? On se rappelle de l'annexe 6 du premier prêt AFD qui avait fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que cette fois-ci, il y a encore des conditions qui ont été posées? Non, il est adossé à l'annexe 6. Hein, il est adossé à l'annexe 6. Il n'y a pas plus d'engagement que cela. Il y a le seul engagement que j'ai pris auprès du gouvernement central et sur lequel nous avons insisté auprès du Congrès, parce que c'est vrai que ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Le seul engagement que nous avons pris, c'est précisément de tenir nos engagements. C'est-à-dire de tenir des réformes, d'engager des réformes structurelles? De faire des réformes structurelles, mais pas des réformes structurelles pour faire des réformes structurelles, parce qu'il y a un certain nombre de catégories, de mesures, hein, qui sont bien indiquées, hein, dans l'annexe 6, sur lesquelles nous devons agir. Donc nous avons commencé sur un certain nombre. Hein. Il en reste. Et d'ailleurs, hier, nous avons tenu le deuxième comité de suivi, hein, de ces prêts.
Et on a signé ce matin, en même temps que la signature du prêt, le PV d'état de lieu et de constat que nous faisons et des projections que nous faisons sur l'année 2022, puisque c'est sur la base de ces PV signés entre nous, l'AFD, et l'État, que les décaissements vont commencer à se faire à partir de ce soir ou la semaine prochaine. Est-ce qu'il est envisagé, et est-ce que vous le souhaitez, de transformer ce ou ces prêts en subvention de la part de l'État, étant donné la situation critique des finances de la Nouvelle-Calédonie? Ouais, il faut montrer qu'on fasse des efforts. Lorsque vous allez chez un banquier comme n'importe qui, le banquier a besoin de savoir s'il peut s'engager avec vous et quels sont les efforts que vous êtes prêts à faire. Moi, je considère qu'il faut qu'on montre qu'on est prêt, qu'on a des efforts. C'est ce qu'on est en train... c'est le chemin sur lequel nous sommes. Nous sommes sur la bonne voie. La discussion sur la situation du prêt, donc c'est une discussion qui viendra, à mon sens, en temps où le G engagé, une réflexion avec l'État. Donc on verra où est-ce que ça débouchera. Mais ça peut être envisagé quand même qu'il y ait une partie qui soit considérée comme une subvention, comme une aide directe de la part de l'État? C'est une question qui est ouverte. Mais je le redis, il n'y a rien qui nous est dû. Lorsque on est engagé dans un processus d'émancipation et lorsqu'on on le manifeste, comme tout le monde le fait, de prendre en charge, de nous assumer nous-mêmes, il y a bien entendu des implications. Et c'est ce que je demande, que tout le monde fasse des efforts. Alors justement, parmi les réformes ou parmi les efforts, il y a la réforme fiscale. Là. On en est où? Est-ce qu'elle avance et qu'est-ce que c'est que cette proposition de loi ou de délibération déposée par l'éveil océanien? Ça s'est fait en concertation avec le gouvernement? C'est une initiative du parti tout seul? Alors, sur les réformes fiscales, donc nous avions présenté un plan, une délibération cadre, qui a été présentée. On vous avait reproché un manque de concertation d'ailleurs au début. Oui, mais vous savez, quand on arrive à la tête d'un gouvernement et qu'on doit prendre en bras le corps toutes ces grandes questions qui arrivent en même temps et qui sont liées au fait qu'on n'a pas toujours, je crois, bien travaillé sur des questions de fond. On fait, j'ai envie de dire, du mieux qu'on peut. Et puis quand on est un gouvernement qui, pour la première fois, est à majorité indépendantiste, il y a un climat de méfiance, voire de défiance, sur lequel il faut travailler. Donc, on avance et en marchant, donc on tisse les liens. Et donc, c'est ce que nous avons fait par le biais de nos 3 membres de gouvernement en charge. Donc, Yannick Samet pour toute la partie sociale, Adolphe Diguet sur le plan économique, notamment pour assumer la crise liée à l'Ukraine, et Gilbert Tillonneau pour la réforme fiscale. Donc, ces 3 membres de gouvernement travaillent toutes les semaines avec tous les partenaires économiques et sociaux. Donc, je conviens qu'au tout début, effectivement, la méthode n'est pas été clairement explicitée, mais le travail qui est effectué depuis a montré a permis de dégager une volonté de travailler ensemble. Donc le texte que vous évoquez, c'est comme beaucoup de textes qui sont présentés au Congrès, puisque le Congrès a un pouvoir de saisine et présente des propositions de loi. Et donc M. Milakulo Tukumuli a présenté ce texte au Congrès, qui concerne la partie de la protection sociale. Et Gilbert Tillonneau n'était pas du tout au courant, ça s'est vraiment fait de façon complètement déconnectée. Oui, il a fait la proposition de loi. Vous savez, on est dans un système politique où les partis, par ailleurs, doivent tenir les engagements qu'ils ont pris auprès des électeurs et de ceux qui les soutiennent lors des élections. Et donc, M. Tukumuli a fait cette proposition. Il a déposé sa proposition de loi, donc on en a parlé. Ensuite, je l'ai reçu, on a travaillé avec M. Slamet et M. Tukumuli et M. Tillonneau. On lui a indiqué les pistes sur lesquelles nous étions en train de travailler avec les partenaires sociaux. La réforme de la protection sociale est un des gros sujets
ce deuxième semestre. Donc, on travaille pour recaler comment cette proposition de loi qui a été présentée au Congrès s'ajuste avec l'ensemble des autres. Peut s'intégrer, mais en attendant, ça a provoqué la colère des organisations patronales et des chambres consulaires qui ne veulent plus participer au comité de suivi. Vous allez essayer de rattraper ou ça vous était ou vous dites tant pis, on travaille sans eux? Non, on a construit un état d'esprit qui je crois, on dire des membres qui travaillent tous les jours avec les partenaires sociaux, un état d'esprit qui est plutôt de bon aloi et constructif. Donc, je ne suis pas sûr que la Nouvelle-Calédonie a besoin qu'on reste sur de telles positions qui peuvent émerger. De temps en temps. Donc, je l'ai dit, il faut que les partenaires sociaux s'en expliquent. Et ils s'en sont expliqués en plus, puisque la semaine dernière, ils en ont parlé. L'interpatronal a évoqué le sujet. Et en fait, le sujet qui a fait une coïncidence, c'est le texte qui est présenté au Congrès sur les bons commerciaux dans le cadre de la lutte contre l'inflation, puisque le taux qui a été proposé par le gouvernement, parce que c'est ressorti des discussions avec les partenaires sociaux, a été révisé par le Congrès qui, lui, reste souverain. Et donc, c'est vrai qu'on peut toujours me reprocher qu'il n'y ait pas une même longueur d'onde entre la collégialité, entre la majorité du gouvernement et la majorité du Congrès. Mais j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. Et ce qui a été évoqué par l'interpatronal, j'ose espérer que les choses puissent revenir. Et qu'ils vont revenir autour de la table, ça mais vous oui, paraît souhaitable. je ne vois pas pourquoi ils ne reviendraient pas autour de la table. Et puis, je leur ai dit, ils en ont parlé avec Gilbert Dionneau, avec Adolphe Nigoué, avec Yannick Slamet. Donc, plus on est mobilisé à tous les étages sur un sujet, mieux on peut s'en sortir ensemble, mais bien entendu, ça suppose qu'il y ait une bonne coordination entre les initiatives des uns et des autres. Concernant cette réforme de la fiscalité qui là aussi fait beaucoup parler, la seule solution c'est de créer donc des recettes nouvelles. Est-ce qu'il faut créer des taxes en permanence? Est-ce qu'on va s'en sortir comme ça? Ou est-ce qu'il ne faut pas aussi prévoir un certain nombre d'économies, notamment dans le fonctionnement des collectivités? Alors, ça fait c'est vraiment le reproche qui vous est fait globalement. Donc, c'est une des catégories. Il y a 3 grandes catégories dans les engagements que nous avons pris pour l'annexe 6. Il y a la réduction de la dépense publique, c'est ce que vous évoquez. Il y a la fiscalité. Donc, beaucoup de mesures qui sont prévues dans le plan sont inscrites dans l'annexe 6. Et la réforme de la protection sociale. Donc, pour ce qui concerne les économies, depuis 2018, pour le moment, nous respectons les objectifs qui ont été fixés par l'annexe 6, que ce soit en termes de masse salariale, que ce soit en termes d'augmentation du fonctionnement, etc. Donc, il y a un gros travail qui est effectué depuis quelques mois sous le pilotage du secrétariat général, avec une équipe dédiée pour repenser complètement l'administration de la Nouvelle-Calédonie. Fin juillet, ils m'ont déjà présenté une esquisse, mais ils présenteront fin juillet ce qu'on appelle une cartographie des missions de toutes les directions de la Nouvelle-Calédonie. Ça permet de revoir si effectivement il y a une véritable adéquation. Et de rationaliser éventuellement en supprimant certains doublons. Rationaliser les directions, les fusionner le cas échéant, mais il fallait faire cette cartographie parce qu'elle n'avait pas été faite. Et on va rentrer ensuite dans une partie diagnostique. Il n'est pas impossible que ensuite je fasse appel à un tiers pour venir travailler davantage sur les préconisations que nous faisons. Mais nous avons souhaité le faire en interne de telle manière qu'il y ait une véritable appropriation par l'administration, notre administration, des défis et des enjeux que comporte la réorganisation. Mais vous le savez bien, Louis Mapou, dans ce contexte particulier, enfin, on est toujours en contexte particulier, mais là, en plus, avec l'inflation, la hausse des prix dans tous les domaines, les taxes qui sont votées, vous sentez bien qu'il y a dans la population aussi une espèce d'exaspération et elle surveille d'autant plus les dépenses qui sont faites par les élus, par les collectivités. Vous êtes sensible à ça? Vous dites quoi au Calédonien aujourd'hui? Mais bien sûr, et je suis même le premier à dire qu'il y a beaucoup de gaspillage dans le fonctionnement de nos institutions.
Donc, pour ce qui me concerne et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous nous attaquons aux dépenses de l'administration. Et je viens de vous évoquer un des sujets, c'est de l'administration elle-même. Deuxième sujet, c'est les établissements publics. Nous avons un certain nombre de fusions entre les établissements publics. J'ai reçu il n'y a pas très longtemps, par exemple, les personnes qui s'occupent de la fusion de tous les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie qui sont en charge de la culture. La DFPC et la DTE travaillent aussi sur leur fusion. Nous avons déjà fusillé les organismes de formation. Donc la DAPM et la DI3T. Donc tous ces travaux sont en cours. Mais je suis désolé de ne pas aller plus vite, mais voilà. Dans le budget 2023, ce sera acté déjà ces diminutions de l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que le budget 2023 enregistre déjà les prémices d'une réforme de fond. Mais alors à l'inverse, le gouvernement a dû prendre des mesures, ou a pris des mesures en tout cas pour faire face à l'inflation, à la hausse des prix dans tous les domaines, notamment la hausse du carburant. Combien de temps est-ce qu'on peut tenir cet équilibre entre... on a déjà des finances dans un état critique, mais toutes ces dépenses pèsent lourd également. C'est un peu un quoi qu'il en coûte à la Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous... Non, on peut pas le jouer. Parce que oui, on n'est pas dans la même situation. On n'a pas les moyens qui vont avec. Alors on fait comment? Comment vous arrivez à équilibrer? En fait, moi, l'appel que je fais à la population calédonienne, c'est que c'est l'occasion, comme ça a été le cas pour le Covid, de réviser nos comportements. Et notamment dans nos mouvements respectifs pour essayer de tenir au mieux. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Donc ça, c'est la deuxième chose que nous avons faite, c'est que sur le carburant et sur la partie alimentaire, qui sont les deux grands postes qui touchent au plus au portefeuille des ménages et surtout des entreprises. Donc nous avons pris les mesures que vous connaissez, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais qui permettent d'atténuer, de circonscrire l'impact de l'inflation. Mais le carburant notamment, ça coûte cher à la Calédonie quand même. Le carburant coûte cher à la Nouvelle-Calédonie parce que la diminution des taxes, TAPP et TPP, donc ça a un coût pour la Nouvelle-Calédonie de l'ordre de 400 millions. Donc c'est énorme, mais nous avons décidé de le faire pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la population. Ensuite, on a travaillé avec les pétroliers pour qu'ils puissent eux-mêmes faire les efforts. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on pourra toujours me dire 3 francs, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. BQP, donc nous avons les différents BQP, nous avons réussi à réunir l'ensemble des acteurs concernés et déboucher sur les mesures que vous êtes. Donc, dans les 2 mois qui viennent, donc ça va nous permettre de tenir. Ensuite, on va aviser. Autre problème, il y en a beaucoup auxquels vous êtes confrontés. La pénurie de médecins en Nouvelle-Calédonie, ça devient presque angoissant. Vous avez raison. Donc, on fait comment? Vous avez des pistes là? Il y a une anxiété générale. Nous avons pris la chose par le bout qui était le seul que nous avions à notre disposition. C'est de réunir l'ensemble des acteurs. Nous l'avons fait la semaine dernière, ils sont encore réunis ce matin. Les acteurs du public et du privé des 3 provinces. Pour faire un premier travail, c'est... m'excusez d'être trivial, c'est de faire un inventaire des besoins et des ressources dont nous disposons. Donc, ce travail est fait. Ensuite, nous allons commencer à regarder comment nous pouvons faire appel à des médecins de l'extérieur. Mais il n'est pas impossible qu'on soit obligé. L'une des pistes, c'est d'aller chercher des médecins étrangers pour pouvoir venir travailler chez nous. Et l'appel à la réserve nationale, la réserve sanitaire nationale qui a été proposée par certains médecins? Elle ne peut se faire que si nous avons recensé complètement les ressources dont nous disposons et les besoins. Mais ça reste une piste envisagée quand même? C'est une piste que j'ai évoquée avec le haut-commissaire, mais c'est des réserves, c'est quelque chose
La réserve nationale ne peut pas venir ici en Nouvelle-Calédonie si nous n'avons pas fait un état des lieux correct de dont nous disposons, de ce qu'on peut. Et ce sera fait quand? Enfin, quand est-ce que c'est en cours. C'est en cours. C'est dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Les premières réunions ont été tenues la semaine dernière et là, les choses vont très vite parce qu'il faut qu'on réponde à l'urgence. On va parler politique aussi un peu, Raphaël Mapou, avec notamment le récent remaniement ministériel. Quelle a été votre réaction à la nomination de Sonia Backès comme secrétaire d'État en charge de la citoyenneté? Félicitations. Félicitations, je crois que c'est une belle promotion auquel lui a fait droit le président de la République. Donc, oui, maintenant, au-delà de ça, ce que je crains surtout, c'est la confusion des genres. C'est-à-dire que selon vous, elle ne peut pas rester présidente de la province sud? Elle peut rester présidente de la province sud du point de vue de la loi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec le fait que la présidente de la province sud est aussi membre du Congrès. Puisque le Congrès est l'équivalent de l'Assemblée nationale sur un certain nombre de dispositions. Donc, même si je crois que cette incompatibilité-là n'est pas prévue par la loi. Elle n'est pas prévue par la loi, a priori. Ouais, mais de fait, il y a là une difficulté qu'il va falloir résoudre. Ensuite, secrétaire d'État et président de la province sud, on me dira que partout en métropole, ça se fait. En Nouvelle-Calédonie, j'ai toujours du mal à imaginer comment une secrétaire d'État vient en Nouvelle-Calédonie et une fois franchi la douane de Tontouta, laisse la casquette de secrétaire d'État pour devenir la simple présidente de la province. Il y a quelque chose là sur la forme qui me paraît difficile à gérer. Il y a un côté, j'ai envie de dire, ubuesque. Vous allez demander une clarification ou vous allez demander à Sonia Backès Non, du tout. C'est juste des observations. Oui, ça, ce sont les responsabilités. Par contre, la difficulté principale, c'est quelle est la distribution des rôles entre elle, Jean-François Carinco, qui est le ministre délégué aux Outre-mer, et Gérard Damanin. Là, on attend pour avoir la clé de lecture que vont nous donner les deux ministres lorsqu'ils arriveront en Nouvelle-Calédonie. Ça vous inquiète pour l'instant, le fait qu'il y ait un ministère délégué qui dépend du ministère de l'Intérieur? Vous auriez préféré un ministère des Outre-mer à plein comme il y avait avant? On avait toujours considéré que c'était une évolution notoire dans la relation entre la République et les Outre-mer qu'il y ait un ministre dédié, un ministère dédié pleinement. C'est un recul que de ramener ça au niveau de l'intérieur. C'est pas un renforcement, justement, d'être auprès d'un ministère régalien? Non, c'est un recul. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Outre-mer a ce signe particulier qu'il traite des questions qui sont transversales à tous les ministères. Et pas seulement au ministère de l'Intérieur. Et pas simplement au ministère de l'Intérieur. Vous connaissez Jean-François Carinco? On le connaît bien. Oui. Oui, il était là entre 1988 et 1991-92. Il était là pendant la période d'administration directe, comme on était au cœur de la mêlée, si je puis dire, lors des transferts des régions, ce qu'on appelait les régions Fabius Pisani Ponce, aux nouvelles provinces. Donc on connaît son côté très volontariste. Donc ça peut être une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. C'est quelqu'un avec lequel vous vous sentez prêt à travailler? De toute façon, on va être contraint de travailler avec. Même si on ne le voulait pas, on serait contraint de travailler avec. Par contre, le positionnement de Madame Backès va être scruté de près. En tout cas, ça c'est mon avis personnel, mais pas le mouvement indépendantiste. Est-ce qu'elle va pouvoir participer aux discussions sur l'avenir, notamment? C'est la question. Et selon vous? Moi, je ne suis pas sûr qu'elle puisse participer dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le faire comme représentante de l'État? Elle pourrait être comme représentant de la Calédonie autour de la table, non? Comme représentant de l'État? On ne peut pas couper les cheveux en quatre sur des questions de cet ordre-là. Et alors, ces discussions sur l'avenir, on en est où? Vous en êtes toujours
le mouvement indépendantiste au souhait de discussions bilatérales avec l'État uniquement, ou Oui, mais on en fait est-ce que ça évolue un peu? Non, mais on en fait tout un plat. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors Parce que que, vous l'affirmez à chaque fois de façon tellement péremptoire qu'on a l'impression que vous voulez parler avec personne d'autre. alors que c'est le monde opératoire habituel. Je rappelle que pour les accords de 1998, il y a une bilatérale pendant 1 ou 2 semaines avant de revenir vers chaque affaire pour discuter du préambule. Et donc, pour les accords de Matignon-Oudinot, que je connais bien pour y avoir participé, ben, on a fait des bilatérales. Et donc, c'est un monde opératoire dans toutes les négociations, quelles qu'elles soient. Mais là, vous donnez l'impression de vouloir le faire à l'exclusion de vos partenaires locaux. Eh ben, pour une raison, non, mais pour une raison très simple, c'est que de rejet, quoi. Depuis 1 an, on n'a pas vu l'État. Et c'est normal qu'on échange avec l'État pour savoir pour qu'on discute un petit peu de ce qui s'est passé. Et vous allez le voir quand? Vous attendez la venue de Gérald Darmanin et de Jean-François Carenco qui sont attendus le Jusque-là, 26 juillet. l'État n'était pas en mesure de dire qu'est-ce qu'il voulait. Oui. Aujourd'hui que Jean-François Carenco a été nommé avec M. Darmanin pour piloter la question de la Nouvelle-Calédonie, ben, on attend le 26 qu'ils arrivent. Et puis on verra bien comment les choses vont se présenter. On n'a jamais procédé autrement. Et dans ce contexte, comment est-ce que vous interprétez, et est-ce que vous interprétez le vœu qui a été adopté par le Prince des Îles à l'initiative de Jacques Lallier? Moi, je considère, je l'ai dit avec beaucoup de franchise, que c'est pas un jeu. Il y a beaucoup de confusion depuis le référendum de 2021. On attend de la clarté. Dans la conduite des discussions sur l'avenir, les gens attendent de la clarté. On peut pas, moi je pourrais le faire aussi, de là où je suis. Chacun des pouvoirs dont on dispose, jouer un petit peu de son initiative personnelle. Donc, moi je considère que c'est une erreur politique qui a été faite par Jacques Lallier, ça n'engage que lui. C'est pas la position du mouvement indépendantiste. Et je considère qu'il faut respecter les choix ou le positionnement que le mouvement indépendantiste. Parce que sinon, plus personne ne comprend plus rien à quoi que ce soit. Je l'ai dit avec beaucoup de gravité. Les discussions qui vont s'ouvrir vont porter sur un sujet très simple. C'est est-ce qu'on est en rupture avec le processus qui a été promu dans le cadre de l'accord de Nouméa à la suite de 1988, ou est-ce qu'il y a une continuité? Donc, ce n'est pas des sujets simples. Donc, le peu qu'on demande aux uns et aux autres, c'est de garder la réserve pour que les échanges puissent se faire le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Moi, c'est ça ma réaction. Je constate par ailleurs que Jacques Lallier a pondu pratiquement même vœu que le rassemblement, que Thierry Santa et Virginie Ruffnac à la province sud. Qui vont le faire en réaction à ce vœu. Donc ils font en réaction, mais il y a anguille sous roche, on est dans un petit pays ici. Je constate que dans une émission hier soir, Sonia Baquès, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques Lallier se positionne comme celui qui va conduire les négociations au nom du mouvement indépendantiste. Je dis, attention. Est-ce que le référendum, alors même si vous êtes ici comme président du gouvernement, vous estimez que le calendrier du référendum de projet de juin 2023 doit être tenu, ou comme certains l'ont dit, ça engage que le ministre de l'époque, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Je constate que l'Union calédonienne qui avait été partie prenante a considéré qu'il n'était plus engagé. Puisque vous vous rappelez que l'explication qui avait été donnée à l'époque, c'était que le 12 décembre, allez, avec juin 2023. Mais dans la mesure où l'Union calédonienne n'a plus participé, de fait, ces engagements-là sont devenus caducs et ils le disent eux-mêmes. Donc, il faut qu'on a... Et permettez de souligner que dans la déclaration de politique générale de la Première ministre, je n'ai trouvé nulle part des traces de ces positionnements qu'on a pu entendre depuis l'année dernière. En matière de calendrier? Non, en matière de positionnement politique.
L'orientation qui est fixée par la Première ministre dans sa déclaration de politique générale est beaucoup plus ouverte, en tout cas, est loin des ruptures que nous avons pu noter dans ce qui avait été dit jusque-là. Donc vous êtes content, là? Ça vous satisfait? Non, on prend date. Le temps passe, Louis Mapou. Encore un mot, vous partez au Forum des îles du Pacifique. C'est important, ce genre de réunion, c'est au Fidji. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous sommes membres du Forum des îles du Pacifique depuis 2016. Donc je prends la suite de Thierry Santa et de Philippe Germain. C'est très important. C'est très important. La Nouvelle-Calédonie est membre du Forum des îles du Pacifique et membre de beaucoup d'organismes multilatéraux. Et on travaille dans la région. Et nous sommes dans une région qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Autour de trois grands axes géopolitiques, il y a l'axe Indo-Pacifique qui est promu par la France au nom de l'Europe, puisque c'est le seul pays européen qui est encore installé dans le Pacifique. Nous avons l'axe AUKUS, qui est piloté qui est impulsé par les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, et qui sont en train de s'adjoindre, par exemple, des pays comme le Japon, etc. Et vous avez cet axe qui est la route de la soie, qui est celui de la Chine. Et la grande question qu'on va travailler la semaine prochaine à Fidji, c'est comment les 19 États qui composent le Forum des îles du Pacifique, quelle attitude ils ont par rapport à toutes ces grandes visées géopolitiques qui viennent des pays occidentaux. Et comment on peut faire en sorte qu'on puisse en tirer le meilleur bénéfice possible. La Calédonie, vous, comme président du gouvernement, quelle est celle de ces trois options qui vous semble préférable pour la Calédonie ou pour les îles du Pacifique? La responsabilité que j'assume aujourd'hui et sur la base de laquelle je veux conduire quelque chose, c'est d'insérer la Nouvelle-Calédonie dans sa région. On est insuffisamment partie prenante de tout ce qui se passe dans la région. On a beaucoup à gagner. Oui, mais il y a des grandes puissances, on l'a bien vu, vous venez de le dire, oui, qui veulent leur place ici. Donc plutôt la Chine, plutôt la France ou plutôt les États-Unis. Si on résume les choses vraiment, résumé, c'est ça, quoi. Non, mais c'est une question qui n'a pas lieu d'être parce que on est encore arrimé à la France. Donc là, on travaille sur une compétence qui est une compétence régalienne. Donc, inévitablement, sur tous les sujets que je travaille dans la région, on évoque avec l'État. Donc, je prévois de signer fin du mois les premiers accords commerciaux avec un pays de la région, en l'occurrence le Vanuatu. C'est un travail qui avait été commencé par Philippe Germain et qui a été poursuivi par Thierry Santa, que je vais finaliser. Donc, vous voyez, il me faut, pour pouvoir le signer, l'aval du ministère des Affaires étrangères. Je dois nouer d'autres coopérations avec la région. Je dois rentrer, proposer au gouvernement et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie que la Nouvelle-Calédonie puisse adhérer au groupe fer de lance, puisqu'il n'y a que le FNKS qui est. Donc là aussi, il me faut l'aval du ministère des Affaires étrangères. C'est cette relation que je ne discute pas aujourd'hui, mais sur la base de laquelle moi je veux profiter pour impulser une plus grande intégration de la Nouvelle-Calédonie de la région. Un dernier mot, vraiment. Vous déménagez. Enfin, le gouvernement déménage. Oui. C'est mieux, c'est moins bien, vous allez dans des locaux plus Nous avons tenu la dernière séance du gouvernement mercredi dans nos locaux actuels. J'ai fait ma dernière conférence de presse ce matin dans les nouveaux locaux actuels. À partir du 20, les séances de gouvernement vont se tenir dans les nouveaux locaux. C'est mieux, c'est plus adapté ou moins bien? Il y aura moins de standing, mais j'ai dû faire avec les décisions de la présidence de la province. Et là, ça va réduire les frais de fonctionnement, peut-être? Ça réduit déjà. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je regrette simplement d'avoir dû le faire, parce que nous avons pratiquement payé l'immeuble qui est aujourd'hui revendiqué par la présidente de la province. Vous auriez préféré rester... Je pense qu'on était pas mal, on pouvait faire autrement. Louis Mapou, président du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation dans Merci. Transparence. La fin de ce magazine, il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet
Excellent après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.